Il y a 2 secondes, il y avait un petit coup de vent et c'était sympa, il y avait plein de petites feuilles qui volaient. Et bien sûr, ça s'est arrêté au moment où on arrivait. Donc on va essayer de recréer l'effet rien que pour vous. Bienvenue sur Livingstone, la chaîne du voyage en tiny house. Je suis Yunae. Et moi, Jonathan. Après avoir construit notre tiny house, nous partons découvrir le monde. On aimerait partager avec toi le pire et surtout le meilleur de nos aventures. Alors abonne-toi et profite du voyage. Dans cet épisode, nous prévoyons de faire le tour de Bretagne, avec notamment Saint-Malo, le Cap-Erquy, la Pointe du Raz. Et donc on souhaite profiter au maximum du beau temps et faire mentir la réputation pluvieuse de cette superbe région. Clairement, on a hâte de découvrir un peu les paysages que nous réserve la Bretagne depuis le début du voyage. C'est vraiment un objectif clé, je trouve, de cette première étape. Parmi les choses qui nous attirent, on peut compter la nature, encore assez sauvage, assez préservée, les côtes notamment. Il y a aussi beaucoup d'histoires et de légendes à découvrir sur cette région, donc je pense qu'on va se régaler. Clairement, la route nous a réservé plus d'une surprise. À la fin de l'épisode, on vous réserve le moment le plus inattendu pour nous de notre séjour en Bretagne, la cerise sur le gâteau. Ils sont chez nous. Tout commence avec Saint-Malo, la ville qui marque notre entrée en Bretagne. Entourée par la mer, c'est une ville qui anciennement était dédiée au commerce et à l'essor maritime. Ici, on marche clairement sur les traces des pirates et des corsaires. Cette ville m'enchante, elle m'enchante royalement. Il y a des super maisons de marchands, c'est vraiment intéressant et c'est vraiment trop beau à voir. Durant des siècles, les remparts qui entourent la ville ont parfaitement fait office de protection. Jusqu'en 1944, où l'armée américaine, pour libérer la France, a décidé de bombarder cette petite ville. Et elle brûlera quasiment entièrement. Un des bons côtés de cette ville, c'est qu'elle a été reconstruite à l'identique en suivant les plans d'origine. Et aujourd'hui encore, on peut savourer l'ambiance médiévale qui règne dans ces rues. Je me retrouve dans cette espèce de petite tourelle d'observation, n'est-ce pas? Et je peux te dire que ça pue la pisse. Il y a toujours un connard pour venir pisser dans ces endroits-là. Ces petits rondins de bois, je ne sais pas si on peut dire petits, sont là en fait pour briser les lames de la mer. Bref, c'est tout ça pour qu'en cas de tempête, effectivement, les vagues ne viennent pas trop défoncer les remparts et la vieille ville. Et ma foi, je trouve ça bien plus joli que les espèces de gros blocs en béton qu'on met à peu près partout maintenant. Saint-Malo est tellement agréable qu'on passera quelques jours à la visiter, ainsi que ses environs. Comme tout est assez proche, on laissera de côté la voiture et on fera nos trajets plus régulièrement en vélo. Et c'est beau comme tous les loulous, franchement. Ah ouais, la maison, elle est magnifique. Regardez-moi ça. Et on n'arrête pas de passer devant ce genre d'habitat, ma foi. C'est un vrai bonheur, cette Bretagne, c'est un vrai bonheur. Ça sent le foin coupé, c'est sympa. On est dans la France, dans la campagne. Je dois bien avouer qu'en ce moment, la vie est bien douce. Faut toujours qu'elle soit devant. Une fois qu'on a bien fini le tour de Saint-Malo, on décide de partir et de se rendre vers le Cap-Erquy. Là-bas, on y retrouve Thomas et Emanuela qui gèrent le camping Cahute. Thomas est un acteur incroyable dans le mouvement de tiny house en France. Nous arrivons chez eux en fin de saison, le camping est en train de se vider et on doit dire qu'on a vachement apprécié d'avoir cette espèce de petit sous-bois un peu rien que pour nous, on était complètement au calme. Emanuela et Thomas ont été sans conteste l'une des plus belles rencontres qu'on ait pu faire sur les routes bretonnes. Ouais, clairement. On profite de pouvoir laisser Livingstone en camping pour prendre juste la voiture et se faire un petit road trip breton. Nous voilà en route pour de nouvelles aventures. Et malheureusement, le temps breton ne nous lâche pas. Ce qui est embêtant, c'est parce que tout le bord de mer avait l'air super sympa au soleil. Du coup, ça c'est un peu dommage. Nous décidons quand même de braver la tempête et le spectacle en vaut la peine. Ouais, on vaut clairement la peine. Ici, on est à la pointe du Raz. La température moyenne n'excède pas les 16 degrés tout au long de l'année et la pluviométrie bat des records. Alors ne pensez pas comme moi que le nom de la pointe du Raz vient du fait qu'on aurait trouvé un gros rat crevé sur la plage. En fait, le nom de la pointe du Raz puise ses racines dans le mot raz de marée. Ça en dit long sur les courants marins qui agissent par ici. Ça me donne envie quand même de tester la vie de marin, mais rapidement. Je sais que c'est un truc que j'aimerais vraiment faire, même si je sais que j'ai une mal de mer. Et quand je vois des silos de partout, là, c'est complètement torturé là, les paysages. Je repense aux marins de l'époque, tu vois, quand il n'y avait pas les moteurs,
Quand il n'y avait pas les GPS, quand tu avais intérêt à connaître les fonds marins par cœur, mais comment ça, c'était la merde. Et des rochers dans le lointain au noir là-bas. Si tu vas là, ça zouk. Juste après la pointe du Raz, notre destination suivante, ça a été la côte de Granit Rose, au nord de la Bretagne. Grosso modo, même météo, mais le paysage a quand même pas mal changé. On y trouve pas mal d'îlots, mais la roche sombre a laissé place à du granit rendu rose grâce à l'oxydation de fer. Donc ça fait un paysage assez féerique où toutes les roches de granit sont très rondes, très sphériques, roses qui plus est, avec le sable et tout, ça donne vraiment un aspect un peu Disneyland quoi. Ouais, c'est l'effet que ça nous faisait, on avait l'impression que c'était un paysage faux. Et c'est ce qui rendait le truc encore plus beau, c'est que c'est la nature qui a fait ça. Et même la mer, elle avait une couleur un peu particulière. Pour moi, le meilleur endroit, le plus bel endroit de la Bretagne, c'est la côte de Granit Rose, définitivement. Il y a des endroits magnifiques, mais ça, c'est le top du top. Mais on fera face à une pluie de grêle qui finira par nous chasser. Il y a de la grêle. La voiture. Entre deux visites, on décide de rentrer à la Taïni. Un bon repas chaud et un peu de repos nous remontent à bloc et on est de nouveau prêts pour faire des visites. Vas-y, on se casse là, moi je me casse. Il est bon ce jeu. Le lendemain, nous voilà prêts pour de nouvelles aventures et on pourrait penser que le mauvais temps était vraiment contre nous. Cela dit, quand il s'agit de visiter la forêt de Brocéliande, je pense que c'était un atout parce que ça donnait à ce lieu plein de mystères, une ambiance complètement féerique. On s'est garé sur le bord de route et Yuna est en stress parce qu'il y a une voiture qui s'est arrêtée pour demander son chemin pendant que j'étais en train de faire des photos. Et je sais exactement ce qu'elle s'est dit. Ça va? Oui. Alors? T'as chié dans ton froid quand tu t'es garé, hein? J'étais là, oh putain, ça y est, c'est les chasseurs. J'étais là-bas, je me suis dit, j'en connais une qui fait que comme vous. Tu t'es même pas retourné pour m'aider, genre, t'as fait genre... Pour t'aider, ouais, t'étais pas attaqué. En cas d'attaque. Il faut savoir que la forêt de Brocéliande est très grande et elle est pleine de légendes. Nous en avons suivi quelques-unes en commençant par le Val sans retour et son arbre doré. Oui, en fait, cet arbre, c'est une sculpture, donc faite avec des feuilles d'or par-dessus, qui rappelle en fait tous les malheurs qu'a subi le Val, puisqu'il a été incendié plusieurs fois. Il existe une légende du Val sans retour, et messieurs, avant de vous y aventurer, il serait bon d'en connaître l'histoire. Mais me fais pas rire. C'est toi qui fais. Je savais pas que t'allais faire ça. J'essaie de raconter l'histoire là. La légende dit ici que la fée Morgane, après une déception amoureuse, est allée toquer à la porte de Merlin. J'arrive pas à finir mon histoire. C'est pas de ma faute, hein. Mais si tu me regardes, tu rigoles là. Il est dit ici que la fée Morgane, après une déception amoureuse, a été toquée à la porte de Merlin pour prendre des cours du soir en magie. Après avoir pris un peu de niveau, elle a décidé de lancer un sort dans le Val, qui consiste à garder enfermés tous les amants infidèles qui s'y baladent. 17 ans plus tard, le chevalier Lancelot, qui est un gars sûr, passe par là et finit par libérer les 253 chevaliers emprisonnés dans la forêt du Val. Bon, moi je suis content, en tout cas j'en suis sorti intact. Ouais, c'était le test. Notre voyage en Bretagne touche à sa fin, mais avant de partir, Thomas nous propose de pimper un peu Livingstone. Alors ça faisait un moment qu'on voulait améliorer la porte, et d'après lui c'était clairement un point à améliorer. Donc on décide de reprendre la porte et la fenêtre de la cuisine, qui comme elle s'ouvrait de l'intérieur nous posait problème. Du coup l'idée qui a été retenue sur la porte, il nous a mis un vitrage, ce qui fait rentrer beaucoup plus de lumière dans la maison, c'est hyper agréable. Juste après les rénovations et vraiment au moment de partir, le moral retombe un peu, surtout pour moi. On laissait derrière nous déjà des personnes avec qui on s'était vraiment bien entendu, on s'était vraiment attaché. La Bretagne, on l'avait vue de manière assez succincte par rapport à ce que je m'étais imaginé. Toute cette humidité pendant plusieurs semaines avait permis à quelques moisissures de s'installer dans Livingstone. Donc ça a été une période un peu pesante. Heureusement, cet état d'esprit ne dure pas. Dès qu'on prend la route, le soleil pointe le bout de son nez et le moral revient. Clairement, le soir même, on s'est retrouvé sur un très joli spot. On était aux anges. Seulement voilà. Un agent municipal vient de nous déloger. Ouais, et il décide que notre programme va changer. En effet, il nous considère en infraction car on est garé sur un parking interdit aux caravanes et aux camping-cars. On a beau essayer de lui montrer notre carte grise qui est stipulée remorque plateau, il ne veut rien entendre et on est obligé de partir. Nous on pense qu'on était dans la légalité, surtout qu'on était vraiment tout seul sur le parking, on gênait personne. Même les riverains venaient nous voir et nous ont prêté un peu main forte au moment de l'altercation. Dites-nous en commentaire si vous pensiez qu'on était en tort ou comment réagir dans ces cas-là. Si vous avez déjà eu ce genre d'expérience, ça pourrait beaucoup nous aider. Alors, du coup, le lendemain, on a repris directement la route, on a fait quelques étapes, mais le but c'était direction Bordeaux pour ensuite passer en Espagne. Le bon côté de cette mésaventure avec l'agent municipal, c'est qu'elle nous a motivés à rentrer extrêmement rapidement à Bordeaux
Et du coup, on a parcouru en un temps record avec Livingstone environ 800 km qu'on avait fait quelques mois plus tôt, mais en un mois. Et là, on l'a fait en 5 jours. Grâce à ça, on s'est rendu compte que Livingstone pouvait être conduite comme avec un camping-car en fait. Et du coup, ça nous a fait sentir que l'Espagne n'était plus vraiment très loin. Avant de se quitter, on va vous parler de l'une des plus grosses rencontres qu'on aura fait durant notre séjour en Bretagne. Alors vous l'avez compris, la rencontre avec Thomas et Emanuela nous a beaucoup marqué, mais c'est pas tout. On avait aussi rencontré Aurélie du Petit Village, on avait rencontré Bruno de la Tiny House qui nous avait tout appris sur les Tiny House, et même Laetitia et toute son équipe de chez Baluchon. Bref, la Bretagne pour nous, c'est les rencontres. Et là d'un coup, pendant qu'on était au camping Cahute, sorti de nulle part, on reçoit un petit message sur Instagram de Raza qui fait partie de la chaîne Living Big in a Tiny House. Et il se trouve qu'ils ont envie de nous rendre visite. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Raza et Bryce sont un couple qui ont fait le tour du monde des tiny house et des habitats alternatifs. Si vous allez voir leur chaîne YouTube, ils sont une référence mondiale. Alors clairement, avoir ces personnes chez nous, c'était complètement surréaliste. Ils en savent plus sur l'habitat minimaliste et le nomadisme que quiconque. Et on vous conseille bien évidemment d'aller faire un tour sur leur chaîne YouTube. Bon voilà, cette fois l'épisode touche à sa fin. On vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, vous pouvez commenter, poser vos questions. On n'hésitera pas à vous répondre, ça nous fera toujours plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la partager, la liker. Ça nous aidera à faire grandir la chaîne. Encore une fois, on a un compte Tipeee sur lequel vous pouvez nous soutenir. Ça nous fera toujours plaisir. Le prochain épisode, vous nous retrouverez dans le pays du canard volant, c'est-à-dire les Landes. On se rapprochera également de la frontière espagnole. Salut! Désolé, j'étais pas synchro, je savais pas quand fallait finir. Oh là là!